Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire d'Inge Lotz, ou comment, lors d'une soirée, la vie d'une jeune femme promis à un bel avenir va basculer dans l'horreur. Toutes les preuves semblaient désigner un seul homme comme étant le meurtrier. Mais le procès qui allait suivre allait bouleverser tous les aspects de ce crime. Ce qui va en faire l'une des histoires de crimes non résolues les plus intrigantes et controversées de l'histoire pénale sud-africaine. Que s'est-il réellement passé ce soir d'été 2005 ? Dans tous les cas, les habitants de Stellenbosch ne risqueront pas d'oublier cette histoire. Et vous non plus. Nous sommes le 16 mars 2005. C'est une journée banale comme beaucoup d'autres, mais les parents de Inge, Fred et Anna, sont inquiets. En effet, ils essayent de joindre leur fille, mais ils n'ont plus de nouvelles d'elle depuis 2 heures de l'après-midi. Ce qui est étrange parce que Inge répond toujours au téléphone. Plus tard dans la journée, le petit ami de Inge, Fred van der Wever, appelle les parents de Inge et leur demande s'ils ont des nouvelles d'elle. Ils devaient se voir dans l'après-midi pour discuter d'une dispute qu'ils ont eue le matin même. Mais Inge n'est jamais venue à leur rendez-vous et elle ne répond plus au téléphone. Tout le monde essaie donc de la joindre, mais sans succès. Ses parents, de plus en plus inquiets, décident de se rendre à son logement pour être sûrs que tout va bien. Ils arrivent dans le complexe d'appartements, se rapprochent de l'appartement d'Inge. Ils ne remarquent rien d'anormal, aucune vitre brisée, aucun signe d'effraction. Ils se sont sûrement inquiétés pour rien. Ils commencent à être rassurés, mais juste pour être vraiment sûrs, ils décident quand même d'ouvrir la porte avec le double des clés qu'ils ont en leur possession, afin de vérifier à l'intérieur si tout va bien. Son père, Fred Lotz, ouvre la porte et découvre une scène qu'il ne pourra jamais oublier. Le corps de sa fille J, sans vie, sur le canapé, son visage complètement ensanglanté. Elle est en nuisette de nuit et semblait être en train de lire un magazine et de regarder la télévision, lorsque quelqu'un l'a attaquée. Ses parents sortent de l'appartement choqués et à 2 doigts de vomir. Ils s'empressent d'appeler la police et les urgences. Ce 16 mars 2005, elle a déjeuné tôt avec un ami d'enfance. Il sera le dernier de ses amis à la voir vivante. Lorsqu'elle est revenue à son appartement à 13h15, elle était au téléphone avec sa mère, qui a déclaré plus tard à la police qu'elle avait entendu Inge verrouiller les portes de sécurité de chez elle. À 13h36, elle envoie un message à Fred. « Je suis rentrée, tu me manques déjà ». Des images de surveillance montreront plus tard qu'à 14h55, elle avait récupéré un burger dans un restaurant du coin, puis un DVD dans un magasin de location, et ainsi qu'un magazine. Elle est ensuite rentrée chez elle. Après ça, plus aucun appel, plus aucun message ne sera envoyé de son téléphone, et Inge ne donnera tout simplement plus aucun signe de vie. Vers 22h30 cette nuit-là, son père rentre dans son appartement et fera cette macabre découverte. En quelques heures, l'appartement était rempli de policiers. Inge avait été brutalement massacrée, matraquée à la tête par ce que les experts légistes pensaient être un marteau. Puis ils constateront également qu'elle a été poignardée à plusieurs reprises au niveau du cou, du bras et du reste du corps. Le tueur a ensuite utilisé sa salle de bain pour se nettoyer, laissant derrière lui une serviette ensanglantée sur le sol et des éclaboussures de sang dans l'évier. Une seule empreinte de chaussure tachée de sang avait été laissée sur le sol de la salle de bain. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Les objets de valeur étaient toujours exposés et le téléphone portable était toujours sur le comptoir de la cuisine. Rien n'avait été volé, seul un couteau et la télécommande du complexe avait été mise sur la table basse. Les enquêteurs, lors de leur première recherche, vont remarquer une pochette de DVD sur la table. Les experts légistes vont analyser cette pochette de DVD et découvrir une empreinte digitale sur le devant de ce dernier. Cette empreinte digitale allait devenir l'élément le plus controversé, le plus contesté lors du procès qui allait suivre.
Elle a été surprise aussi soudainement et si brutalement que les experts s'accordent à dire qu'elle a sûrement été tuée là où ils l'ont trouvée, sur le canapé. D'autant plus qu'au moment où ils l'ont trouvée, il y avait encore le magazine qui gisait à ses pieds, elle avait encore la télécommande dans la main, donc elle a très certainement été surprise sur le coup et tuée directement. Reste-t-il encore à savoir pourquoi et par qui ? Le caractère sauvage de l'agression suggérait que la personne connaissait la victime, ou que dans tous les cas, il avait une rage, voire une haine très forte à son égard. C'était quelque chose de personnel, de la part de quelqu'un qui la connaissait. Quand vous décidez de porter 50 coups de marteau et une multitude de coups de couteau à quelqu'un, c'est que vous avez une sacrée haine et une sacrée rage contre cette personne. De plus, les enquêteurs et également les parents, au moment de la découverte du corps, ne vont remarquer aucun signe d'effraction. Donc soit l'agresseur d'Inge connaissait les lieux, ou alors il avait un double des clés, ou dans tous les cas il a pu pénétrer dans son logement sans se faire remarquer, ou alors tout simplement Inge connaissait son agresseur et c'est elle-même qui l'a fait rentrer dans son appartement. L'enquête va naturellement s'orienter vers les proches de la victime, et le principal suspect va être son petit ami, Fred Van Der Wever. Mais ce dernier a un alibi très solide. Il était à son bureau de Pinehurst de 11h à 18h. Et ce jour-là, plusieurs témoins oculaires vont corroborer sa présence dans l'entreprise. Pendant ce temps, les enquêteurs vont suivre d'autres pistes. Et un homme va se manifester et avouer le meurtre d'Inge 2 semaines après le crime. Victor Carolus, un trafiquant de drogue de 17 ans de la région, a avoué à la police qu'il avait tué une étudiante alors qu'elle était allongée sur son canapé. Mais cette piste va rapidement être abandonnée par les enquêteurs, car la version de Victor est relativement floue et la description qu'il va faire de l'appartement d'Inge va être extrêmement incohérente avec la réalité. De plus, il dira aux enquêteurs qu'il a tué l'étudiante un samedi alors qu'on sait qu'Inge est morte un mercredi. Les enquêteurs, pour être sûrs et certains que ce n'est pas Victor qui ait tué Inge, vont l'emmener directement au Shiraz, dans le complexe d'appartements d'Inge, vont lui demander tout simplement de pointer l'appartement d'Inge du doigt, et bien évidemment, vous vous en doutez, il va pointer le mauvais appartement, il va se discréditer, et donc cette piste va rapidement être écartée. La piste de Victor mise de côté, les enquêteurs vont rapidement se recentrer sur le cercle familial ou le cercle proche d'Inge pour essayer de trouver un suspect crédible. Et c'est son petit ami Fred Van Der Wever que les enquêteurs ont dans le collimateur. D'apparence, tout se passait très bien dans leur couple, mais les enquêteurs vont découvrir que ce couple n'était pas si parfait. Fred va être décrit comme un petit ami assez jaloux et dominateur. Il était membre d'une communauté extrêmement religieuse et avait donc de très fortes convictions. Convictions qu'il imposait à Inge. Par exemple, il l'a forcé à venir avec lui à l'église, il lui ordonnait de comment s'habiller, ou ce qu'elle avait le droit de mettre et ce qu'elle n'avait pas le droit de mettre, et il lui interdisait tout contact charnel avec lui-même avant le mariage. Après, vous m'accorderez que ce genre de convictions, quand elles sont partagées, ça pose pas vraiment de problème. Au contraire, ça peut être quelque chose de beau, une preuve d'amour, une preuve de mariage, bref, vous avez compris. Sauf que dans notre histoire, aujourd'hui, Inge était contre les convictions de Fred. Elle était contre toutes les règles que Fred lui imposait. Elle voulait consommer leur amour. Elle voulait avoir des rapports avec lui avant le mariage. Elle voulait avoir le droit de s'habiller comme elle voulait et quand elle voulait. Et ses amis rapporteront à la police que Inge vivait ça comme un enfer. Vivait ça comme un manque d'affection de la part de Fred, comme un rejet de sa part. Et c'était insupportable à vivre. Elle n'en pouvait plus. Fred Van Der Wever va apporter un élément à l'affaire. Inge avait écrit une lettre de 2 pages qu'elle lui avait remis le matin même du meurtre, juste après leur dispute. Je voulais juste dire que j'apprécie à quel point tu es spécial. Merci pour ton amour, ton soutien, ton beau cœur. Et merci d'être toujours prêt à écouter mes petits problèmes. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonne chance pour ta journée, bonne chance pour ta semaine. Et sache que Jésus est toujours avec toi. Fred apporte cette preuve à conviction pour souligner le fait qu'ils étaient vraiment heureux ensemble, qu'ils se comprenaient, qu'à aucun moment il aurait essayé de porter atteinte à sa vie. Mais certains proches diront aux enquêteurs qu'à plusieurs reprises, ils ont vu des hématomes et des marques de blessures sur les bras d'Inge.
Mais elle leur disait toujours que ce n'était rien, qu'ils étaient heureux, qu'elle s'était juste blessée à la gym ou en faisant du sport, qu'elle était juste tombée. Vraiment, je vous assure, tout se passe pour le mieux. Mais voilà qu'un événement va radicalement faire accélérer l'affaire. L'empreinte ADN retrouvée sur la surface du DVD correspond bien à celle de Fred. Or, d'après les caméras de surveillance, Inge a pris ce DVD à 14h55, donc si l'ADN de Fred se trouve bien sur ce DVD, ça rattache directement Fred à la scène de crime. Les enquêteurs obtiennent donc directement un mandat de perquisition à l'encontre de Fred Van Der Wever. Les enquêteurs vont trouver une chaussure de sport récemment lavée qui, selon l'équipe médico-légale, correspondait à l'unique empreinte sanglante trouvée dans les toilettes de la victime. La police est désormais concentrée sur l'arme du crime. Ils ont demandé à Fred si, par hasard, il possédait un marteau. Fred a admis posséder un marteau ornemental, qui faisait également office d'ouvre-bouteille, et qui était un cadeau de Noël de la famille Dinge. D'ailleurs, il avait laissé ce marteau sous le siège devant de sa voiture, et confirme qu'il ne l'avait jamais utilisé. Mais qu'en est-il de son alibi ? Ce jour-là, Fred arrive sur son lieu de travail aux alentours de 11h. Il rejoint des collègues pour un atelier et une réunion et confirme donc tous sa présence à ce moment-là. À 13h10, Fred se connecte à un ordinateur de son travail, envoie un message à Inge en la remerciant pour la lettre qu'il a reçue le matin même. Mais cette journée-là, entre 3h30 et 5h40, c'est le néant. Plus aucune trace de Fred. Personne ne sait ce qu'il a fait durant ces 105 minutes. Et les enquêteurs, les experts diront que ça suffit largement pour aller chez Inge, la tuer et revenir pour confirmer son alibi. Devant les preuves qui continuaient de s'accumuler sans cesse, l'avocat de Fred l'a conseillé de se rendre à la police et de crier, de clamer son innocence. Et c'est ce qu'il a fini par faire. Fred se rend à la police et demande qu'on lui fasse passer un test détecteur de mensonges. Beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes savent très bien que ce genre de tests sont limités, qu'en aucun cas ce test, qu'il soit positif ou négatif, consiste en une preuve irréfutable. Mais il va réussir ce test. Le problème, c'est que les enquêteurs ont tellement de preuves à charge contre lui qu'il va quand même être inculpé pour meurtre au premier degré. Le procès de Fred Van Der Wever a débuté en février 2007. Il a duré 9 mois et est resté dans l'histoire de l'Afrique du Sud comme l'un des procès les plus médiatisés et les plus controversés du pays. Vous vous demandez sûrement pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est un procès qui est controversé alors qu'il y a tellement de preuves à charge contre Fred Van Der Wever que ça devrait être un procès expéditif ? Eh ben, détrompez-vous. Cette affaire, cette cold case, va être un cas d'école de tout ce qu'il y a de pire dans une affaire, un cas d'école de ce que la police fait de pire en la matière. La famille de Fred a vendu la ferme familiale afin de financer sa défense. La famille va d'abord commencer par embaucher un expert américain en empreinte digitale, Pat Wertheim et le docteur David Glatzel. Tous deux, après leur analyse et leur expertise, ont témoigné à la barre que l'empreinte digitale avait été relevée sur une surface cylindrique, comme un verre par exemple, et non sur une surface plate comme un boîtier de DVD. De plus, les empreintes digitales n'ont pas été étiquetées par les enquêteurs. En temps normal, la procédure impose d'indiquer l'heure, la date, le lieu et la surface sur laquelle vous récupérez une empreinte. Les avocats de Fred vont se rendre compte que pour l'empreinte du DVD, cette procédure n'a été faite que des semaines après. Le problème majeur pour la famille Dinge et plus généralement pour sa défense est que si la trace d'ADN a été relevée sur une surface cylindrique, comme un verre par exemple, eh ben ça ne rattache plus Fred Van Der Wever à l'affaire. Ça ne le rattache plus à la scène de crime. Pour la simple et bonne raison que, étant son petit copain depuis 5 ou 6 mois, il aurait très simplement pu aller chez elle un jour avant la journée du meurtre, boire dans un verre, mal rincer ce verre, ranger ce verre. Donc le fait qu'on retrouve son ADN dans l'appartement de Inge sur une surface cylindrique ne le lie plus directement
à l'affaire et à la scène du crime. Alors que si on avait trouvé l'ADN directement sur la surface plate du DVD qu'elle a pris à 3 heures de l'après-midi, eh ben ça l'aurait forcément, et d'une façon irrévocable, rattaché à l'affaire. Maintenant, vous vous dites sûrement, et à juste titre, qu'ils ont qu'à réexaminer cette pochette de DVD. Ils ont qu'à rappeler des techniciens, rappeler des spécialistes, les repayer, refaire des tests, refaire des contre-expertises, et être sûr que ces traces d'ADN ont bien été relevées sur la surface plate du DVD, et non sur une surface cylindrique. Le problème, c'est que les policiers ont tout simplement rendu le DVD au centre de location 1 semaine après le meurtre d'Inge, rendant impossible toute nouvelle expertise. Bill Bosniak, un expert compétent dans les empreintes de chaussures, va ensuite être appelé comme témoin expert par l'équipe de la défense de Fred, déclarant aux tribunaux que la marque de sang dans la salle de bain ne correspondait pas à celle de Fred, et que vu l'état désastreux de la marque de sang, il était impossible de certifier avec une exactitude parfaite que cette trace correspondait bien à une empreinte de chaussure. Quant à la potentielle arme du crime, elle ne contenait aucune trace de sang ou d'ADN, et les experts ont tout simplement déclaré qu'elle ne correspondait pas à la taille des blessures d'Inge. En novembre 2007, Fred Van Der Wever est acquitté du meurtre d'Inge Lost par manque de preuves irréfutables. Le juge Deon Van Zyl a déclaré qu'il n'avait jamais été confronté à un tel manque de discipline de la part de la police, et qu'il sympathisait avec les proches d'Inge pour l'incapacité de l'État à trouver le véritable meurtrier de leur fille. La famille Lutz a ensuite intenté une action civile contre Fred pour préjudice émotionnel. Ils ont abandonné les poursuites en mai 2009 et ont ensuite offert une récompense d'1 million de dollars à toute personne possédant des informations sur la mort de leur fille. En 2010, Fred a remporté un procès pour malveillance policière contre la police sud-africaine pour plus de 2 millions de dollars. Cependant, 3 ans plus tard, la Cour suprême a annulé cette décision. Quoi qu'il en soit, presque 2 décennies après la mort d'Inge Lotz, le secret sur le véritable meurtrier reste encore entier. Dans tous les cas, c'est ainsi que s'achève cette histoire. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando. Ciao.